Le nombre d'agriculteurs est passé de 1,2 million en 1980 à 400 000 en 2024. 1,2 million en 1980 à 400 000 en 2024. C'est juste what the fuck. C'est-à-dire qu'il y a une destruction globale de l'agriculture, de l'éleveur en France. Là, c'est incontestable. À côté de ça, sur la même période, dans le même laps de temps, d'accord, de 1980 à 2024, on a le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui est passé de 18 000 à 36 000. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur le terrain qui disparaissent littéralement. Ils mettent la clé sous la porte, ils sont pas remplacés, et je les comprends tout à fait. Je veux dire, il faut être un petit peu sadomaso pour vouloir devenir agriculteur. Et dans mon enfance, j'ai connu quelqu'un qui rêvait littéralement de devenir agriculteur. Je ne sais pas, j'ai perdu de vue cette personne, je ne sais pas si elle est devenue agriculteur ou pas, mais sincèrement, je lui souhaite vraiment d'avoir fait autre chose de sa vie. Parce que le gars était passionné de tracteurs, d'agriculture, etc. Et bref, c'était un passionné. Mais quand je vois le niveau de vie des agriculteurs aujourd'hui et le danger qui pèse sur leurs épaules tous les jours, via l'Union européenne, la Commission européenne, et toutes les normes qu'ils veulent imposer à la France et aux agriculteurs français, plus toute la malbouffe qu'ils veulent faire venir sur nos terres et imposer aux Français, bref, enfin, le poids doit être énorme, colossal. Donc je lui souhaite vraiment d'avoir fait autre chose. Mais globalement, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 66% d'agriculteurs en moins, et à côté de ça, il y a 100% de fonctionnaires en plus. Moins 66% d'un côté, plus 100% de l'autre côté. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est les acteurs privés qui prennent le plus cher, et c'est les acteurs publics qui, eux, sont payés à faire de la normalisation, de la norme, bref, du texte, de la régulation, etc., qui sont là pour faire du gras de papier, qui explose à la hausse. Pas un problème. Et à côté de ça, ce sont des gens qui sont très bien payés par rapport au mec qui, lui, va se faire chier dans les champs, qui va se faire chier avec ses bêtes, etc., qui va travailler 7 jours sur 7 parce qu'il n'y a, pas de repos. Je veux dire, la vache, il faut la traire tous les jours. Le bétail, il faut le nourrir tous les jours. Et tout ce qui doit être fait dans une ferme ou tout ce qui doit être fait dans un champ doit être fait tous les jours. Il n'y a pas de repos pour ces gens-là. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Il n'y a même pas de sécurité. Je veux dire, le mec qui tombe malade, c'est pour sa pomme. Donc eux, ils prennent cher. Il y a des suicides, etc. Enfin bref, c'est vraiment c'est une misère pas possible. Et de l'autre côté, tu as des gens qui s'en mettent plein les fouilles à être le cul dans un bureau et à essayer de normaliser, je sais pas, comment on peut dire, comment on dit, normiser, je n'ai pas le terme. Faire de la norme, réguler, encadrer, et c'est tout. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Est-ce qu'ils sont dans les champs en train de galérer? Est-ce qu'ils sont aux côtés des agriculteurs? J'en sais rien. Si vous faites partie de ces gens-là, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Mettez-le dans les commentaires, expliquez-nous. Qu'on comprenne pourquoi d'un côté il y a moins 66% d'agriculteurs et de l'autre côté il y a plus 100% de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Ça c'est quand même assez impressionnant. On va regarder cette vidéo de Sarah Knafo. On va écouter ce qu'elle a d'intéressant à dire parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent autour de moi, autour de nous, que je ne sais plus quel sujet aborder. En fait, j'ai envie d'aborder tellement de sujets que ça devient un petit peu what the fuck dans ma tête. Donc là, je viens de me lancer sur X. J'avais l'intention de faire les impôts et les taxes, et puis je tombe là-dessus. Bah forcément, je peux que me lancer là-dessus, quoi. Je veux dire, je peux pas passer à côté de ça. C'est une info qui est quand même assez délirante. Moins 66% d'agriculteurs d'un côté. Enfin, je sais pas si vous êtes conscient de ça ou pas, mais je vais quand même faire la parenthèse. L'agriculture, l'élevage, moi, il y a encore pas si longtemps que ça, j'avais pas compris l'importance de ces métiers-là pour les Français. J'avais pas compris. Les premières manifestations d'agriculteurs, moi je suis dans la boucherie-charcuterie, donc c'est pour vous dire, je suis dans l'alimentation quand même. Donc les premières manifestations que j'ai connues, j'étais jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans à peu près, et je ne comprenais pas pourquoi les agriculteurs bloquaient Rungis, bloquaient les rues, mettaient du fumier partout dans les rues avec leurs tracteurs, faisaient des bouchons, des blocages sur les routes. Enfin, je comprenais pas pourquoi les agriculteurs et les éleveurs faisaient ça.
Pour moi, voilà, je pensais qu'ils voulaient juste une augmentation de salaire et j'étais là en mode, bah, ils me font chier parce qu'ils m'empêchent de travailler. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, l'alimentation, la souveraineté alimentaire, c'est vital pour un pays. Et si demain tu veux mettre ton peuple à genoux, eh bien, tu l'empêches de manger. Parce que tout le monde meurt si on n'a pas quelque chose à manger dans l'assiette. Dire si demain on te retire la nourriture, tu vas claquer des dents quelques semaines et puis après tu vas claquer tout court. Et après c'est les vers de terre, c'est la terre qui va te bouffer. Mais en attendant, toi t'as rien dans l'estomac et tu crèves. Donc comment asservir un peuple? Eh bien tu l'affames. Pas trop, hein, parce que sinon il s'énerve. Mais juste assez pour qu'il ait juste envie de survivre, de trouver à manger, de galérer, mais pour sa survie et pas pour aller réclamer quelque chose. Bref. Mais à côté de ça, un peuple qui n'a pas faim, un peuple qui a à manger dans son assiette, c'est un peuple qui peut s'occuper de ses affaires, qui peut s'occuper de son travail, qui peut s'occuper de créer de la richesse, etc. Il y a un deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où j'ai l'impression, et c'est vraiment, ça c'est mon ressenti, j'arrête pas de le partager dans diverses vidéos, mais ça reste quand même mon ressenti, j'ai vraiment l'impression que nos élus, nos élites, ont pour ambition de dégrader la France à tel point que voilà, les Français vont se retrouver ventre à terre et n'auront plus d'autre choix que de dire oui maître, à vos ordres maître, vos désirs sont des ordres, il n'y a pas de problème, tant que j'ai à bouffer dans mon assiette et tant que je peux encore vivre une journée de plus, il n'y a pas de problème, donnez-moi un ordre et je l'exécuterai, sans broncher, sans me rebeller, sans rien. Voilà. Ils veulent nous contraindre à aller bosser pour eux et exclusivement pour eux. Et dans un second temps, bon bah c'est juste assurer notre survie, et pas plus. Voilà. L'ascenseur social est bloqué, hein. Il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire que ceux qui montent, ils ne te le renvoient pas. Et si toi tu arrives à monter dedans, ils ne décollent pas. Donc tu restes au plus bas de terre. Et force est de constater qu'ils sont en train d'affamer les peuples en nous faisant crever les agriculteurs. Et le peu de bouffe qu'on va bientôt avoir dans les assiettes, ce sera de la bouffe de merde. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'on va avoir des trucs qui vont venir de n'importe où dans le monde où les normes sont dégueulasses, les conditions d'élevage, d'agriculture, etc. sont dégueulasses, ou quand le produit fini arrive dans ton assiette, c'est piqué aux hormones, c'est piqué à la flotte, c'est piqué à tout ce que tu veux, mais voilà, le produit n'est pas de bonne qualité. Et à côté de ça, tu as des agriculteurs qui seront à côté de chez toi, hein. Moi, personnellement, je vis dans la Marne, donc il y a des champs tout autour de chez moi. Tout autour, quel que soit l'endroit où je vais, il y a des champs, il y a des fermes. D'accord? Bah, ces gens-là, ils sont à côté de chez moi et ils ne vendent plus leurs marchandises parce que leur marchandise est trop chère, parce que les normes sont trop élevées, les charges sont trop élevées, le temps de travail par rapport à ce qu'ils gagnent est trop élevé. Et du coup, bah, voilà, hein, ils mettent la clé sous la porte et personne ne reprend l'affaire. Personne. Même les enfants, je veux dire, tes fils d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs, t'as pas envie de reprendre la ferme de tes parents. Tu vois comment ils galèrent. T'as pas envie. Alors certes, il y en a qui vivent très bien, ça dépend, hein. Je pense que dans le lot, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et qui vivent vraiment très bien. Ça dépend de l'endroit où ils sont, de leur exploitation, de ce qu'ils font, etc. Mais dans la majorité des cas, tous ceux qui ont fermé, c'est des gens qui ne vivaient plus de leur activité, hein. C'est des gens qui, voilà, au bout d'un moment, tu n'arrives pas à sortir un salaire, tu n'arrives pas à vivre décemment, tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi. Bon, bah c'est tout, on ferme, hein, et puis on va faire autre chose, hein. On va rejoindre le privé, on va devenir salarié, et puis basta. Et puis les gens, s'ils ont rien à bouffer, ou s'ils bouffent de la merde, du Mercosur, de l'Ukraine, etc., bah c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est pas mon problème, moi j'abandonne. Et au final, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup moins d'agriculteurs, hein. On passe quand même, je vais remonter 30 secondes, 1 200 000 agriculteurs en 1980 à 400 000 en 2024. Et quand j'ai commencé à écrire mon livre, parce que j'ai écrit, enfin, j'ai pas fini d'écrire, d'accord, mais je suis en train d'écrire 3 livres différents, et sur l'un d'entre eux, j'aborde justement le thème de l'agriculture. Et dans un de ces chapitres, je me souviens plus de la statistique, mais je crois qu'il y a une ferme sur 5 qui est menacée de fermer dans les 10 ans. Donc en gros, bientôt, dans 10 ans, tu auras encore beaucoup moins de fermes qui seront ouvertes. Et si personne ne les reprend, bah, on passera de 400 000 à 200 000, etc., jusqu'à ce que ce soit un zéro pointé. Alors, je vais peut-être aller voir si je retrouve l'information, et puis je vous l'incruste comme ça dans la vidéo.
Voilà, donc j'ai retrouvé la page en question. Vous voyez, 174 pages sur 521 et je crois que j'ai écrit peut-être 25 ou 30% de ce livre-là. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va être un énorme pavé. Je pense même que je vais le diviser parce qu'à la fin, ça va devenir n'importe quoi. Mais il y a tellement de choses à dire, tellement d'informations à aller rechercher dans tous les sens, tellement de rapports à éplucher, etc., que ça devient juste un travail titanesque. C'est pour ça que j'ai jamais terminé mes livres et que avec YouTube, etc., c'est très compliqué d'arriver à terme. Mais j'y arriverai. C'est ma mission de vie. Je pense que quand j'aurai atteint mon objectif, sortir 5 livres qui seront tous complémentaires et qui se suivront les uns après les autres, j'aurai déjà réussi quelque chose de bien dans ma vie et peut-être de bien pour les autres. Mais ça, c'est qu'une petite parenthèse. Le fait est que j'ai trouvé quelques informations intéressantes sur le secteur agricole qui disent que entre 2010 et 2020, la France a perdu plus de 100 000 exploitations agricoles. Autrement dit, plus de 27 fermes ont disparu chaque jour pendant 10 ans dans notre pays. 27 fermes ont fermé tous les jours pendant plus de 10 ans. Est-ce que c'est pas juste hallucinant? Je veux dire, ça reste un secteur qui est vital pour chaque Français. D'accord? Notre indépendance alimentaire est vitale pour tous les Français. Parce que si demain, tu n'as plus d'agriculteurs, tu n'as plus d'éleveurs, donc tu ne peux plus produire de céréales ni de viande, tu dépends des autres pays. Et si demain, ton pays est en faillite parce qu'il n'a plus d'argent, parce que tu as détruit ton tissu économique, ton tissu industriel, tu n'as plus aucune thune pour payer la bouffe, tu dépends des autres pays. Donc en gros, tu vas faire l'aumône aux autres pays qui sont autour de toi, en allant accorder à tel ou tel pays des accords, des choses, tu vois, tu vas échanger des choses qui sont peut-être vitales pour la France à ces pays pour pouvoir continuer à manger. D'accord? Et ça, je ne l'avais pas compris quand j'ai commencé à travailler. Mais là, entre 2010 et 2020, et si on remonte jusqu'en 1980, enfin, je veux dire, le constat est encore pire. On passe de 1,2 million à 400 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2024, on a encore perdu 100 000 exploitations. On est passé de 500 000 à 400 000. C'est juste dingue parce que là, voilà, on le voit juste après, soit une perte d'une ferme sur 5 dans le pays. Une ferme sur 5 dans le pays. Les agriculteurs sont désormais moins de 500 000, dont la moitié doivent partir en retraite d'ici 10 ans. Donc voilà, je vous disais, une ferme sur 5 va fermer, ben non, c'est la moitié encore. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, 200 000, 150 000, 200 000, 250 000 agriculteurs qui ne seront pas rachetés, évidemment. Ou alors, ce sera par des groupes américains, des fonds d'investissement, Bill Gates et tout le bordel qui vont venir, qui vont racheter nos terres parce que y a plus de repreneurs français. Il va bien falloir trouver quelque chose à faire de ces terres-là. Donc l'État va dire bon bah personne ne veut reprendre, on va autoriser la vente à l'étranger et puis voilà. Et finalement, qui c'est qui va venir faire de la récolte et de l'agriculture ici? Bah ce sera les pays étrangers. Et les Français n'auront plus rien à dire parce que même sur nos terres, sur la terre française, le fruit de la terre, hein, les céréales, les fruits, tout ce qui va pousser de nos terres à nous, sur nos propres terres, ça va dépendre des étrangers. Donc on va produire sur nos propres terres de l'alimentation qui ne seront même plus de l'alimentation souveraine. Ça viendra de quelqu'un d'autre, on dépendra des autres. Et ça, c'est vraiment très grave. Mais vraiment, sincèrement, c'est très très grave. C'est alarmant. Donc, cette tendance est accompagnée d'une augmentation significative des importations alimentaires, hein, puisque bah, forcément, si on produit moins, il faut pouvoir nourrir tout le monde. S'il y a une demande qui est croissante et qu'il y a une production qui est négative, bon bah tu vas voir oser ailleurs, tu vas regarder ce qui se passe chez ton voisin, et puis tu vas faire un accord ou deux, puis tu vas faire venir des aliments qui seront de mauvaise qualité, mais c'est pas grave, c'est moins cher. C'est moins cher, le produit sera moins cher sur les étals. Le Français qui n'a pas trop les moyens, eh ben, il sera content d'acheter son poulet de 2,50 € au lieu de 15 ou 20 euros. Je sais pas, c'est un exemple, hein, mais bon, au prix auquel nous, on vend les poulets fermiers, on n'en est pas loin. Hein. Quand tu mets un poulet sur la balance et que tu as un poulet à 15 euros, bah, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi-même, je me le permets pas, donc bon, bah, voilà. Hein. Moi, je n'ai pas honte de le dire, hein, je vais à Lidl, j'achète mon poulet 6 euros pièce. Hein, d'accord, c'est le poulet d'1,3 kg, sûrement qui est de très mauvaise qualité, mais c'est pas grave. C'est moins cher.
Et malheureusement, tous les Français sont obligés de se restreindre à ça. Enfin, tous. Ceux qui n'ont pas trop les moyens ou ceux qui veulent préserver du pouvoir d'achat, d'accord? Ceux qui veulent se faire un kiff et manger un poulet fermier, label rouge et mon cul sur la commode, bon, bah, y a pas de problème. Tu veux mettre 20 balles dans ton poulet, tu fais ce que tu veux, frérot. C'est ton argent. Mais à côté de ça, les gens qui ont vraiment. Voilà, ils sont à l'euro près, ils ont faim, bah, ils vont aller bouffer le poulet ukrainien congelé qu'ils ont payé 1,50 € le kilo. Et à côté de ça, c'est des fermes, c'est des agriculteurs qui crèvent la dalle et qui mettent la clé sous la porte. Voilà, en 2020, il y a 500 000 exploitations. En 2024, il y en a 400 000. Dans 4 ans, il y en a combien? 300 000? Elle est là, la question, elle est là, hein. Donc, on a une augmentation des importations alimentaires qui atteignent près de 63 milliards d'euros. On a acheté pour 63 milliards d'euros de viande et de céréales à l'étranger alors qu'on est un pays producteur. On est un pays de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs. Enfin, je veux dire, vu la taille de nos champs et de nos fermes, on devrait pouvoir vendre en excédent et pas importer. Bah non. En France, on tue l'agriculture, on tue l'éleveur, et puis on fait bouffer de la merde aux Français parce que voilà, c'est comme ça, hein. C'est la mondialisation, c'est le libre-échange, c'est mon cul sur la commode, l'Union européenne fait ce qu'elle veut, et puis elle nous impose ce qu'elle veut, et puis nous, en tant que bons chien-chien, on dit oui, 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 mais maître, et puis voilà, c'est tout, hein. Voilà, on n'a plus de souveraineté alimentaire, et c'est génial. C'est génial. Donc, soit 2,2 fois plus qu'en 2020. Voilà. C'est excellent, voilà, c'est pas mal. Voilà, voilà. En 24 ans, on est passé de. J'ai pas le quota de départ, mais je pense qu'il y a 24 ans, on n'importait pas autant, on exportait. Voilà. Je mets ça comme ça, hein, mais voilà, et la balance commerciale en France, elle est négative. Je crois qu'en 2022 ou 2023, elle était à 163 milliards en négatif. Donc ça pose un petit problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes de l'argent littéralement aux pays voisins. C'est pas toi qui en reçois, c'est toi qui fais un chèque chaque année. Voilà, il y a là le problème. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui, au lieu de rester sur tes terres et qui font vivre des gens, qui font travailler des gens, qui font investir des gens, etc., hein, si c'est de l'argent qui circule dans ton propre pays, s'il reste dans ton pays, on s'en fout de mettre 170 milliards dans la bouffe, l'agriculture, etc. Ça reste chez nous, ça fait vivre nos compatriotes, les citoyens français, ça les fait vivre, ça les fait évoluer sur le plan financier, sur leur qualité de vie, etc. Mais là, ça va directement dans les poches des autres. C'est de l'argent qui quitte nos frontières et qui vont directement dans les poches des voisins. Et ça, chaque année. Et ça, c'est un très gros problème. Avoir une balance commerciale négative, c'est un très gros problème. Ça veut dire que tu commences à te travestir, tu commences à dépendre des autres. Ah, nous, c'est pas on commence, on dépend déjà très fortement des autres. Mais là, ça devient critique, hein. Clairement, ça devient très critique. Et je suis pas un expert pour dire ça, hein, mais je pense que n'importe qui analyse un peu la situation froidement de loin peut se rendre compte qu'il y a un gros problème. Donc les experts, eux, ils doivent vraiment avoir les yeux qui font 50 tours dans la tête, hein. Si tentés qui ne sont pas, qui ne soient pas, comment dire, corrompus, achetés ou juste de mauvaise foi. Je pense que la plupart des experts sont en train de s'arracher les cheveux à se dire mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment ça se fait qu'on en est là? Et pourquoi ce pays ne va pas se remettre sur ses rails? Bah, tu regardes là-haut, tu regardes un petit peu tes élus, tu regardes ce qu'ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Puis tu vois le delta et tu te rends compte qu'il y a sûrement de la corruption, de l'intérêt personnel dans ce qu'ils font, etc., hein. Je pense qu'il y a une petite dose de ça. Après, c'est que mon avis, encore une fois, hein, mais je pense qu'il y a voilà, quelques prises d'intérêt personnelles derrière tout ça, hein. Voilà, je mets ça comme ça, vous faites ce que vous voulez de cette information, vous la mettez dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi personnellement, on ne me fera pas croire le contraire, euh, que ce pays est dirigé par des gens malhonnêtes qui ont pour intention, voilà, ils se déguisent même presque plus pour le faire, hein. Peut-être qu'un jour ils vont nous l'annoncer à la télé, dans les infos, aux médias. Mais pour moi, leur intention, c'est de faire couler le pays pour qu'on soit esclave de nos maîtres. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Et en attendant, ils se gavent sur nos pommes, mais comme jamais. Comme jamais. Ils vident les caisses, et quand il n'y a plus rien dans la caisse, eh ben, ils en font rentrer encore plus en allant chercher plus d'impôts et plus de taxes.
et en faisant raquer encore plus les Français, parce que les Français ne raquent pas assez, évidemment. Évidemment. Donc, on va finir sur cette info, et puis après, on va aller voir la vidéo que j'ai commencé à teaser, du coup, que j'ai même pas encore regardé sur, de Sarak Nafo, pour voir un petit peu le lien entre ce qui a été écrit sur le post X et puis ce qui se dit dans la vidéo. Mais on va juste finir là-dessus. Cette évolution a touché la plupart des secteurs, avec des chiffres alarmants. Un poulet sur deux consommé en France provient désormais de l'étranger. Donc moi, les poulets que je bouffe, clairement, les poulets que j'achète à Lidl à 6 balles pièce, parce qu'avant, ils étaient encore moins chers, ils étaient à 5 balles 35 ou un truc comme ça a augmenté récemment, c'est super, c'est génial. On va encore moins bien manger, mais c'est pas grave, c'est un détail. En attendant, le poulet que je bouffe, c'est sûrement un poulet étranger. Voilà. Puis le poulet à 20 balles que je vends dans mon magasin, c'est un poulet qui a été élevé pas très loin, qui est label rouge, qui a été élevé dans de bonnes conditions par des gens qui, malheureusement, vont finir par mettre la clé sous la porte. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est génial. Donc, 56% de la viande ovine et une part importante des légumes, 26%, 28%, je ne sais pas pourquoi je dis 26, et des fruits, 71% sont également importés. Voilà. Les fruits, en même temps, c'est pas très étonnant. Nos terres ne se prêtent pas spécialement à faire pousser de la banane ou des conneries dans le genre qui poussent dans les autres pays, hein. Mais pour le reste, pour les céréales, etc., les légumes, hein. On a des terres maraîchères qui sont très riches et qui peuvent vraiment produire énormément de légumes. On importe quand même 28% de légumes. Presque 30%, presque un tiers de notre consommation de légumes est importée. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Donc, selon le rapport, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ce rapport, hein, vous avez juste à taper celui-ci. Donc, ceux qui sont en podcast, eh bien, c'est le rapport d'information numéro 905, entre parenthèses 2021-2022, sur la compétitivité de l'agriculture française, déposé le 28 septembre 2022. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Normalement, c'est des rapports qui sont cliquables assez facilement. On va aller voir ça. Voilà, donc c'est un rapport sénatorial, donc c'est le Sénat qui a fait ce rapport. Donc vous pouvez aller le voir, vous pouvez le consulter en PDF, etc. Et celui-ci dit que 70% des pertes de parts de marché s'expliquent par une baisse de la compétitivité par rapport à d'autres pays producteurs. Ça va pas plus loin, hein. Ça va pas plus loin. Une baisse de la compétitivité par rapport aux autres pays concurrents. Les pays qui t'entourent, là, qui t'envahissent les rayons de produits pas chers et des produits de merde sûrement, ces pays-là sont en train de bouffer tes propres parts de marché sur tes propres terres. Donc ça détruit ton emploi et ton indépendance financière, ton indépendance alimentaire et financière finalement, parce que si tu crées pas d'argent, tu vas dépendre de la dette. Tu vas dépendre de l'argent qu'on va te prêter. Donc oui, effectivement, ton indépendance financière, elle est aussi mise à mal. Mais bon, ça, c'est une espèce de petit lapsus qui vient sûrement du cœur. Ce déclin s'attribue, entre autres, au coût élevé du travail dans le secteur agroalimentaire français. Parce que oui, tu as des taxes, tu as des impôts, tu as des charges, tu as le salaire de tes salariés, si tu as du salarié à payer. Donc quand tu donnes 1 000 € à un salarié, tu dois en donner 2 000 à l'État et puis aux divers organismes qui vont venir ponctionner dessus pour pouvoir redistribuer. Donc tu payes, tu payes, tu payes. Ensuite, tu as des machines. Pour faire tourner ton exploitation, tu dois payer des machines qui coûtent extrêmement cher en France. Parce que derrière ça, si c'est une machine qui est produite en France, il y a aussi des impôts, le coût du travail, etc. Bref, voir que quand tu ouvres une entreprise, tu travailles avec d'autres entreprises qui, elles, travaillent avec d'autres entreprises. Et si tout travaille en France, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Donc au final, tu te retrouves avec un coût du travail qui est relativement élevé par rapport à d'autres pays qui sont voisins ou pas, qui eux vont avoir un coût du travail qui sera moins élevé, donc des salaires qui seront bas, le coût du travail qui sera très bas. Ensuite, la fiscalité qui sera très avantageuse, les normes, les charges, etc. Bref, c'est juste pas possible de rivaliser avec des pays voisins qui n'ont pas les mêmes normes, les mêmes réglementations, les mêmes tarifs en termes d'exploitation, de salaire, etc., de charges, d'impôts, de fiscalité. Bref, vous avez compris l'idée. C'est compliqué. Tu peux pas concurrencer. C'est impossible. Ensuite,
C'est aussi dû aux exigences environnementales strictes qui sont imposées par les politiques publiques qui représentent un fardeau financier pour les producteurs. Ah, toutes ces normes, les surcouches de normes, hein, parce que déjà, la Commission européenne nous impose pas mal de choses, et derrière ça, tu as la France qui surjoue un petit peu et qui va remettre des couches administratives, des couches de normalisation pour réguler un petit peu tout ça, et juste, voilà, encore une fois, je vais revenir à ce que je disais, mais juste pour faire crever la masse de personnes qui nous nourrissent encore. Voilà. Pour moi, c'est ça. Je vois pas je vois pas l'idée inverse. En fait, je vois pas en quoi les politiques publiques qui sont menées en France avantagent en quoi que ce soit les agriculteurs et les éleveurs français. Je vois pas. Sinon, la vie serait belle. Hein. La vie serait belle en France, mais non. On va juste faire crever à petit feu tous les gens qui créent de la richesse et qui créent de l'indépendance alimentaire. Ben, on va les faire crever. Bah, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire avec des politiques publiques comme ça? C'est compliqué. Et je comprends pourquoi on met littéralement la clé sous la porte. Ensuite, ça se joue aussi à la taille relativement réduite des exploitations françaises, qui sont en moyenne plus petites que celles de leurs concurrents étrangers. Parce que, oui, en France, on a de l'agriculture, on en a beaucoup, on en avait beaucoup plutôt dans le passé, mais ça ne suffit pas à concurrencer les étrangers qui, eux, ont des pays qui sont très vastes. Parce que si vous regardez une map monde, vous regardez la taille de la France par rapport à certains pays, par exemple la Russie, bah allez concurrencer la taille de vos exploitations agricoles par rapport à ces pays-là. C'est très difficile parce qu'ils ont des terres qui sont très vastes. Et comme ces terres sont très vastes, elles sont plus facilement exploitables que la terre des Français qui va se répartir entre montagnes, forêts, villages, villes, routes, etc. Donc on a quand même pas mal de terres agricoles, on en avait beaucoup avant, on a beaucoup moins d'exploitation maintenant, mais peut-être que ces terres ont été rachetées, donc elles sont encore exploitées. Je ne sais pas trop dans quel état se situent nos champs et nos fermes, mais globalement, on voit qu'il y a le nombre d'exploitations qui a drastiquement chuté. Donc après, est-ce que c'est juste de l'emploi qui est détruit, mais les fermes qui ont survécu ont racheté les terrains, exploitent plus, etc. Ça se compense peut-être, mais dans les faits, on a quand même une grosse destruction d'emplois et de dépendance, enfin, d'indépendance alimentaire. D'ailleurs, ça se voit par rapport au pourcentage d'importation par rapport à l'exportation qu'on pourrait faire ou même la consommation sur place des Français. Mais voilà, tu vois un petit pays, les terres sont limitées, le nombre d'exploitations fond comme neige au soleil, et à côté de ça, tu as des pays qui sont à côté, qui se développent et qui n'hésitent pas à mettre le paquet pour venir inonder les marchés français et les marchés d'autres pays avec le fruit de leur exploitation. Donc s'ils ont le climat qui va avec, et puis en plus les terres et la main-d'œuvre hein, qui n'est pas chère, bon bah allez, on y va. Hein. On y va, il n'y a pas de problème, on déroule. On crée des fermes à ciel ouvert ou des serres géantes, des exploitations juste gigantesques sur des centaines d'hectares, et puis on y va, on brasse, on brasse, on brasse. C'est pareil pour l'élevage, etc. Pas de problème, il n'y a pas de normes, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, donc c'est facile. Et on se retrouve avec des céréales, peut-être des trucs génétiquement modifiés, avec des produits, des pesticides, des conneries comme ça, que nous, on n'a pas le droit d'utiliser en France, mais que eux ont le droit. Donc forcément, on se retrouve à bouffer cette merde qu'on interdit de produire en France, mais on la bouffe pour pas cher. Enfin, enfin, c'est compliqué en fait quand tu analyses le truc, moi ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce qu'on a tout en France pour réussir, mais on a des dirigeants politiques qui ont juste une envie folle de tout détruire, jusqu'au dernier Français. Voilà. Ils ont envie de tout péter. Alors, évidemment, hein, c'est pas gratuit, hein. Mais ça, c'est nous qui payons en plus. On paye notre propre destruction. Et eux, pendant ce temps-là, ils vivent la vie de roi, de reine, de princesse, de tout ce que tu veux. Ils se gavent, ils se mettent de l'argent dans les poches, ils vont investir à droite à gauche, parce qu'ils sont tous quasiment millionnaires bientôt. Hein. Quand tu vois que dans le gouvernement Attal, on avait la moitié des ministres qui étaient millionnaires, un ministre sur deux millionnaire quand même,
d'autres qui étaient sur le point d'y être, avec au moins un patrimoine de 400-500 millions, hein, 500 millions. Putain, je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai eu le même problème sur une autre vidéo. 500 000 euros, d'accord, 500 000 euros. Je sais pas pourquoi, des fois, avec les ordres de grandeur, hein, quand on parle de 3000 milliards de dettes, etc., ah, ça devient tellement des chiffres énormes que finalement, des fois, ça se mélange là-dedans. Mais bon, c'est bien que je m'en rende compte tout de suite. Vous avez compris l'idée, quoi. Il y a des gens, ils sont très riches. Et ces gens-là ne travaillent pas, hein. C'est ça le paradoxe, c'est que ces gens-là ne travaillent pas. Et à côté, on a des gens qui vont travailler la terre, qui vont travailler les légumes, les fruits, qui vont venir voilà, élever des bêtes, les voir grandir, s'en occuper, etc., les nourrir, les changer, bref, vous avez compris l'idée. Ces gens-là, ils mettent la clé sous la porte ou alors ils galèrent à survivre, à se payer un putain de salaire parce que derrière, ils ont une exploitation à faire tourner, ils ont des charges, des impôts, ils ont des taxes, des salaires à sortir, des fournisseurs à payer, etc. Euh, des machines à payer, des crédits à rembourser. Enfin, je veux dire, quand tu achètes un tracteur qui coûte le prix d'une Lamborghini ou d'une grosse Mercedes, bah, faut te dire, ça sort pas de la poche ça sort pas de la poche du voisin ou tu le trouves pas sous le sabot d'un cheval, hein. Tu vas à la banque et puis tu dis bon bah j'ai besoin de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon bah c'est tant, hein, c'est tant. On vous prête l'argent mais vous remboursez sur 20 ans ou sur 10 ans et puis il y a tant de taux d'intérêt et puis vous mettez ça en gage, ça et puis si vous n'arrivez pas à payer bah raboule la caillasse quoi. Non mais donc d'un côté tu as des gens qui crèvent, qui se tuent à la tâche pour survivre et de l'autre, tu as des gens qui décident pour la majorité des Français, voire toute la totalité des Français, de comment on va gérer son entreprise, de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on doit faire, etc. Et qui prennent massivement de l'argent dans la poche des Français et s'en servent pour se faire plaisir et pour s'octroyer des privilèges qui sont délirants. Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça fait peur. Ça me bousille, moi, de voir ça, hein. Ça me bousille. C'est un truc de ouf. Donc voilà, ça, c'est un sujet que je vais développer. Parce que là, en fait, vous avez compris que je suis pas le plus qualifié, on va dire, pour en parler. Parce que c'est pas un truc que j'ai vraiment creusé. Je fais mon éducation financière. J'apprends à comprendre le monde tel qu'il est et comment il tourne, comment il est géré, les répercussions que ça a sur ma vie, sur celle des voisins, sur celle de tout le monde. Mais c'est long. Parce que le monde est vaste, le monde est compliqué, le monde va vite. Et quand j'apprends quelque chose, parfois c'est périmé le lendemain. Donc c'est très dur. Mais c'est un sujet que je vais creuser. Et je peux vous assurer que quand je l'aurai creusé, on pourra en reparler. En attendant, pour vous donner une idée hein, voilà, du niveau de creusage, je ne sais pas si ça se dit, mais du niveau d'investigation que je vais donner dans le secteur agroalimentaire, alimentaire, élevage et tout le bordel, je vais vous montrer juste en descendant ce que j'ai commencé à faire sur le secteur énergétique. Donc voilà, on va regarder, je vais juste dézoomer un petit peu histoire que ce soit plus agréable. Je vais remettre à 100, voilà. Et voilà, donc là c'est secteur énergétique, il y a plein de choses encore à voir. Vous voyez, il y aura des QR codes pour mettre tous les liens, vraiment, hein. En gros, là vous avez un aperçu du livre, hein. Vous mettez sur pause, bon, la mise en forme n'est pas terminé, mais vous pouvez voir globalement ce que je vous réserve. Mais voilà, là c'est juste sur le secteur énergétique. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, là c'est par exemple c'est le fonctionnement d'un réacteur à neutrons rapides, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une technologie qui est importante pour l'avenir, qui a été abandonnée par la France. Mais si vous voulez parler d'indépendance énergétique, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire dépendance. J'ai pas envie de dépendre des autres pays, je veux être indépendant. Donc là, l'indépendance énergétique, bah, il faudrait développer des surgénérateurs qui permettent en gros de consommer de la matière fissile et d'en produire plus qu'on en consomme. C'est-à-dire qu'en gros, tu consommes tes déchets, tu crées des déchets que tu vas pouvoir remettre dans la machine et ainsi de suite. Voilà, créer une boucle sans fin où tu vas créer voilà, peut-être 2 ou 3% de déchets qui, eux, vont vraiment être enfouis sous terre, parce que tu ne pourras plus rien en faire, mais le reste, tu vas pouvoir le réutiliser. Ça s'appelle la fermeture du cycle. Et globalement, ça te permet d'être indépendant énergétiquement sur des milliers d'années, et non sur des centaines. Parce que là, on doit avoir une centaine d'années d'indépendance énergétique si on utilise de l'uranium 235.
Donc, on achète de l'uranium 238, on l'enrichit au 235 et ensuite on met ça dans la machine. Ensuite, ça ressort, on a du plutonium, du MOX et du 238. Tu vas remélanger tout ça et puis tu vas refaire un tour dans la machine. C'est moins efficace, tu crées du déchet, tu mets à la poubelle et tu recommences le cycle. Là, la fermeture du cycle, ce qui est génial, c'est que tu laisses la machine en surgénérateur et puis tu réinjectes de temps en temps de la matière, mais globalement, tu consommes tes déchets et tu alimentes cette machine avec ses propres déchets. Et ça, on l'a abandonné. Macron l'a abandonné en 2019 sous prétexte que l'uranium n'est pas cher. Voilà, c'est la parenthèse, hein, mais c'est juste pour... Là, tu vois, on s'évade un petit... Enfin, on s'évade. On s'écarte un peu, même beaucoup, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'élevage, mais c'est pour vous dire que globalement, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas en cette politique de redressement fiscal, enfin fiscal, qu'est-ce que je dis? De redressement des finances publiques pour sauver la France. J'y crois pas. Pour moi, ils détruisent sciemment les dépenses publiques et ils sont en train d'endetter et de faire couler la France et de l'endetter, mais de leur plein gré. Tu vois. Et ça se ressent sur tous les secteurs et notamment sur le secteur énergétique. Au lieu d'investir là-dedans, en disant que voilà, l'argument c'est l'uranium coûte pas cher, ça coûterait trop cher de développer ce projet parce que c'est pas cher actuellement et donc c'est pas intéressant. En attendant, les autres pays prennent de l'avance et nous on dépense du fric dans des programmes d'installation d'éoliennes. Voilà. Donc au lieu de préparer l'avenir en ayant un projet qui est vital, mais vraiment vital pour la France, ben on va acheter des trucs qui vont être démantelés dans 10, 15, 20 ans et qui vont finir enfouis sous terre et qui n'auront produit quasiment rien. C'est la France. C'est la France. Donc ça, bah voilà, c'est le schéma, c'est comment fonctionne un surgénérateur à caloporteur sodium. Et puis voilà, je vais descendre, je continue à descendre et vous voyez que eh bien, j'ai beaucoup développé ce sujet. Ça descend sur plusieurs pages et c'est pareil pour plein de sujets différents, d'accord? Et notamment sur l'investissement, sur comment investir, comment aller chercher des bonnes actions, etc. Mais ça, je le développe plus actuellement pour une seule et bonne raison, c'est qu'en France, tout change trop vite, et on a des élites politiques qui font exprès de tout dégrader, et ça devient compliqué. Vous voyez, là, on a le schéma. Alors, là, voilà, je vous développe un petit peu le truc, mais vous voyez que c'est en construction, et que c'est compliqué pour moi d'aller plus loin pour l'instant, mais là, globalement, ça vous montre comment on crée une barre de combustible avec de l'uranium 235 et de l'uranium 238. Et une fois que ce combustible a été, euh, a été utilisé, eh bien, quand il sort de la machine dans un réacteur nucléaire à eau pressurisée, donc un réacteur qu'on utilise actuellement, eh bien, on a une grosse proportion d'uranium 238. Ensuite, on a du plutonium et on a un tout petit pourcentage d'uranium 235 qui a survécu sur les 3% qu'on a mis. Et on a 4% de déchets qui, eux, partent directement à la poubelle. Donc ça, on ne peut rien en faire. C'est des déchets et c'est fini. C'est des trucs qui sont radioactifs. C'est les actinides mineurs qui sont très dangereux. Et ça, c'est ce qui est enfoui ou rangé dans des hangars. Mais pour le reste, eh bien, ça pourrait être requalifié, réutilisé dans un réacteur Astrid, par exemple. Alors que là, actuellement, les 94% d'uranium 238 sont considérés actuellement comme des déchets nucléaires. Des déchets. Alors que c'est une ressource. Tout ça, ça pourrait être utilisé dans un réacteur qui consommerait ce genre de combustible. Et ben, au lieu de ça, on le fout dans une poubelle. Littéralement. Alors on va en réutiliser une petite partie, on va mélanger de l'uranium 238 avec du plutonium pour faire du MOX. On va remettre ça dans la machine, mais ça sera moins efficace, ça va se consommer plus vite, et puis ça fera des déchets, et après ça part poubelle. Voilà, il est là le problème. Il est là le problème. Vous voyez, ça continue, et voilà, c'est pour vous dire à quel point, là on n'est plus du tout sur... on est sur l'assurance chômage, etc. Bref, c'est pour vous dire à quel point j'ai l'intention de creuser euh, ce, ce, ce point-là. J'ai l'intention d'aller très loin, que ce soit dans le secteur médical, agricole, etc. Et après, je pourrais vous en parler avec beaucoup plus de légitimité parce que j'aurais creusé le sujet. Ce qui est compliqué actuellement. Mais voilà, ça m'empêche pas
de, de, de monter sur mes grands chevaux en voyant ça. Enfin, je veux dire, comment on peut être d'accord avec le fait qu'on a perdu sur 1,2 million d'agriculteurs plus de la moitié. Plus de la moitié, on est à 400 000. Vous avez vu, en 4 ans, on a perdu 100 000 agriculteurs. C'est-à-dire que dans 4 ans, on peut encore en perdre 100 000. Voire plus. S'ils signent les accords de Mercosur, c'est la fête du slip. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir de la viande, on va avoir des céréales qui vont venir du Brésil, de l'Argentine et de tous les pays qui font partie du Mercosur, qui vont nous envoyer leur merde en pleine tronche et nous, on n'aura pas le choix que de l'accepter. Et là, ce sera l'arrêt de mort des derniers bastions d'indépendance alimentaire de France. Que veux-tu faire après? Que veux-tu faire? Une fois que c'est fini, le game est plié, tu bouffes de la merde et tu fermes ta bouche. Donc soit on se bat aujourd'hui, soit on monte sur nos grands chevaux, soit on se laisse faire. Ça va pas plus loin, ça va pas plus loin. Et personnellement, même si j'ai pas les compétences nécessaires pour parler de ça avec la plus grande légitimité, eh bien, je le fais parce que je trouve ça important. Voilà. Bon bah. Donc on va regarder cette vidéo hein, et puis on va se quitter là-dessus. Première question sur le budget, où faut-il couper selon vous? Si on regarde la masse salariale de l'État, les fonctionnaires, je vous donne un exemple que je trouve particulièrement aberrant. Si vous prenez le nombre d'agriculteurs de 1980 à 2024, en 1980, vous avez 1 200 000 agriculteurs. En 2024, donc aujourd'hui, vous n'en avez plus que 400 000. Ça fait moins 66% d'agriculteurs. Sur la même période, vous prenez le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. On passe de 16 000 à 36 000, fois 2. Donc les agriculteurs, ça fait divisé par 2, le nombre de fonctionnaires fois 2. Enfin, vous vous rendez compte de l'aberration. Et en plus, qui dit plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, dit plus de normes. Un fonctionnaire, ça fait des normes. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait l'ENA. À l'ENA, la matière phare, c'est une matière qui s'appelle la légistique. Quand on travaille sur la légistique, on nous apprend à rédiger des textes, rédiger des décrets, rédiger des projets de loi. C'est la matière phare. Donc un fonctionnaire, si à la fin d'une journée, il n'a pas rédigé une norme, il a l'impression qu'il n'a pas fait son travail. Vous mettez plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, ça vous fait plus de normes. Plus de normes, ça vous fait moins d'agriculteurs. C'est un cercle vicieux. Cet exemple, pour moi, est aberrant. Voilà, bah c'est parfait. Merci Sarah Knafo pour avoir résumé globalement la situation. D'un côté, on a plus de normes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au ministère de l'Agriculture. On est passé de 18 000 à 36 000. Et de l'autre côté, on a beaucoup moins d'agriculteurs parce qu'ils subissent tout ça. Ils subissent le système, plus l'augmentation des impôts, du coût du travail. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, pour eux, ça devient vraiment très dur de survivre. Et à côté de ça, bah, tu as des gens qui, eux, comme elle le dit très bien, s'ils ne produisent pas de normes, ils se sentent inutiles. Il faut qu'ils travaillent. Hein. Leur travail, c'est de créer de la norme. Donc, tu mets une norme sur une couche de normes, sur une couche de normes, sur une couche de normes. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. On va te mettre de la pommade, une autre couche, une autre couche, une autre couche. Et puis à la fin, tu as 50 couches de pommade sur le dos et tu te rends même plus compte que tu en as déjà 49 autres qui te sont tombées dessus. Sauf que la réalité, c'est que tu as 50 couches de pommade qui te sont étalées sur le dos. Là, c'est pareil. Tu as 50 couches de normes et puis à la fin, bah, ça devient impossible de travailler, quoi. Les mecs, ils mettent la clé sous la porte et c'est normal, c'est logique. Et qu'est-ce qu'on fait? On reconvertit toutes les exploitations agricoles qui sont détruites en les foutant dans le ministère de l'Agriculture pour faire croire qu'il n'y a pas de chômage. Moi, ça me dépasse tout ça. Donc merci. Hein, je précise quand même que j'ai pas été vérifier les chiffres, mais je pense quand même que ces chiffres sont officiels et que c'est pas déconnant, étant donné que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, hein, dans cette vidéo même, qu'en 2020, on était à 500 000 agriculteurs et qu'aujourd'hui, on est passé à 400 000. Donc, boum, 100 000 dans la tronche. Et c'était pareil entre 2010 et 2020, on a encore perdu 100 000, etc. Enfin bref, c'est juste pas possible, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter ce massacre avant que ce soit trop tard. Hein. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que la vidéo commence à être longue. À la base, j'ai pas du tout prévu de faire ça, mais force est de constater que c'est important. C'est important. D'ailleurs, actuellement, il y a des manifs qui commencent à s'organiser, des blocages qui commencent à s'organiser, et on a les patriotes qui vont se joindre à ce mouvement pour pouvoir bloquer Rungis et d'autres endroits avec un tracteur plus 10 véhicules civils
patriotes. Et je vous encourage vraiment à soutenir ce mouvement, à adhérer à son mouvement si vous le pouvez, à donner de l'argent. Alors, voilà, je suis pas un militant des patriotes, d'accord? Mais globalement, c'est important. Et si vous voulez survivre et puis surtout continuer à manger, bah, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de Florian Philippot, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas cette personne ou le mouvement des patriotes. Là, c'est un combat important, les amis. Et normalement, si vous regardez cette vidéo, vous avez quand même une comment qu'on peut dire? Vous avez quand même un penchant. Voilà, on va dire un penchant. Vous avez quand même un penchant pour la souveraineté. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mouvement comme celui des Patriotes, parce que c'est un mouvement pour la souveraineté. C'est un des rares, voire le seul, qui se bat et qui va jusqu'au bout pour essayer de défendre les peu d'intérêts qu'il nous reste à défendre. Je trouve ça important, donc voilà, j'en parle. Et c'est très important de soutenir ce mouvement. C'est vrai que ça fait chier. Je me rappelle que, je vous l'ai dit dans cette vidéo, hein, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des agriculteurs qui allaient étaler littéralement de la bouse et des déchets sur la route, qui allaient faire cramer des pneus, qui faisaient des blocages, etc. Je ne comprenais pas. Ça m'ennuyait, hein, pour ne pas dire autre chose. Et aujourd'hui, bah, si je peux, bah, je vais me mettre à côté d'eux avec ma voiture et je ne vais pas bouger de là tant qu'on m'aura pas donné l'ordre de bouger. Quand je dis donner l'ordre, c'est pas la police, mais c'est les agriculteurs ou les membres du parti avec lequel je ferai la manifestation. D'accord? C'est pour vous dire à quel point c'est important et à quel point je trouve ça important. Bref, on va se quitter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, et puis surtout à commenter, hein, d'accord? Et à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes français, si vous soutenez l'agriculture, et surtout si vous tenez à votre indépendance financière, putain, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, c'est l'habitude, votre indépendance alimentaire, bah faut vous battre et il faut le dire dans les commentaires. Est-ce que vous tenez ou pas à votre indépendance alimentaire? Ou est-ce que vous tenez à bouffer de la merde, comme là j'ai vu ça ce matin, hein, encore une fois, c'est Florent Philippot qui en parlait, les patriotes. On a la Commission européenne, l'Union européenne, qui interdit aux pays d'interdire, on interdit d'interdire, d'accord? D'interdire, de, d'empêcher des entreprises de créer de la bouffe artificielle, donc des trucs qui sont produits à base de chimie, etc. Donc de la viande artificielle et de la commercialiser. Donc en gros, l'Union européenne interdit aux pays d'interdire d'interdire ça. C'est compliqué ce que je viens de dire. En gros, la Commission européenne veut nous faire bouffer de la viande génétiquement modifiée ou de la viande créée en laboratoire, voilà. À partir de rien ou de produits chimiques ou je sais pas trop. Ça aussi, je vais m'y intéresser, mais globalement, c'est pas de la viande d'origine animale, d'accord? C'est de la viande qui sort d'un laboratoire et on va nous obliger à bouffer ça. Voilà. C'est un exemple, hein. Voilà. On tue l'agriculture. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, quand on rapproche, c'est bizarre, hein. Quand on rapproche ça, on se demande s'il n'y a pas un effet de concordance, encore une fois, d'intérêt, de corruption, etc. On tue l'élevage, on tue l'agriculture, et ensuite, à côté de ça, on a des laboratoires qui vont créer de la viande en laboratoire, qui vont créer de la céréale en laboratoire, génétiquement modifiée, etc. Et puis, on va te faire bouffer ça, et c'est qui est derrière ça? Bah, généralement, c'est des fonds d'investissement, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui créent ça, qui investissent là-dedans. Donc d'un côté, on tue les producteurs et de l'autre côté, on va t'inonder les marchés avec de la viande qui sort d'un laboratoire, d'une usine. Voilà, faites le rapprochement. Sur ce, bah, voilà. On creusera la réflexion plus tard ensemble. Allez, bye bye.